Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Politique. Au sommaire de cette émission, la flambée de l'immobilier à Marseille. Pourquoi les prix augmentent-ils autant? Marseille est-elle devenue le nouvel Eldorado des Parisiens? Et enfin, y a-t-il assez de logements sociaux dans la ville? Pour répondre à toutes ces questions, avec nous en plateau, Lionel Royer-Perrault, délégué à l'habitat à la métropole. Bonjour. Pierre-Armand Samama, vous êtes représentant de la Chambre des notaires. Merci d'être avec nous ce soir. Guilhem Ricavi, directeur des rédactions de la Provence, à mes côtés. Bonsoir Sophie. Bonsoir Guilhem, à mes côtés comme chaque jeudi. Et puis nous serons en direct avec Isabelle Fargès, qui est directrice de l'association méditerranéenne pour l'insertion par le logement. Marseille Politique, c'est parti. On va commencer avec un chiffre. Regardez le prix moyen de l'immobilier à Marseille, estimé pour l'année 2021 par le site seloger.com. Regardez, 3 368 € le mètre carré, soit une augmentation de 5% en un an. On voit aussi le prix moyen au mètre carré pour la location. Il est de 15 €. On commence avec vous, Lionel Royer-Perrault. Plus 5% en un an, c'est énorme. C'est énorme, mais ça répond à la situation. C'est-à-dire que vous avez un manque de logement, vous avez une ville qui en même temps est de plus en plus attractive, vous avez une ville qui subit de plein fouet les effets sociétaux, notamment liés au Covid, où aujourd'hui globalement un couple ce sont 2 logements. Nous avons aussi des personnes âgées qui vivent de plus en plus longtemps à domicile, ce qui est très bien pour les uns et les autres, sauf que c'est un effet collatéral, c'est que ça libère moins rapidement les logements. Et puis nous avons la démographie qui naturellement augmente. Donc une fois que vous avez mis en perspective tous ces éléments, eh bien vous avez une demande qui est forte et une offre qui ne suit pas. Et donc, mécaniquement, vous avez une augmentation des prix, et ce qui peut devenir très rapidement un problème, puisque nous sommes quand même dans une ville où le pouvoir d'achat est quand même très limité. Et donc, ça peut, si on n'y prend pas garde, accélérer d'une part les phénomènes de gentrification de la ville, et mais surtout exclure de l'accès au logement un certain nombre de publics déjà en précarité. On en parlera dans un instant. Pierre-Armand Samama, est-ce qu'on est sur une augmentation fulgurante ou plutôt sur un rééquilibrage? On rappelle que Marseille est l'une des grandes villes les moins chères de France. Alors sur les 2 dernières années, on se tient aux alentours de 5-6% sur ce qu'on a pu voir. On a une autre manière pour faire écho à ce que vous disiez, de consommer le logement. On parlait toujours d'immobilier en tant que valeur refuge. Aujourd'hui, on peut en parler comme d'une valeur cocon, c'est-à-dire où les gens se sont réappropriés tout simplement leur logement. C'est plus simplement un endroit où on est le soir et où on va dormir. C'est un endroit où on apprend à vivre, qu'on apprend à reconstruire et à réappréhender en tout cas, puisque les diverses mesures sanitaires, le confinement, c'est peut-être il y a 2 ans, mais ça reste hier dans la tête des gens surtout. Et cette peur toujours de devoir peut-être y retourner a considérablement modifié la manière en tout cas d'appréhender et d'acheter auprès des consommateurs, c'est sûr. Alors ces augmentations, elles ne sont pas les mêmes selon les arrondissements de Marseille, évidemment. On va voir les chiffres dans un instant. Juste avant, regardez, on est avec le cofondateur de l'agence immobilière Café de Limo. C'est Julien Mancini qui l'a rencontré. Et ce Café de Limo va nous faire visiter un appartement qui se trouve dans le quartier du Vieux-Port, qui illustre parfaitement ce phénomène, puisque son prix a augmenté de 60% en 10 ans, n'est-ce pas Julien ? Et oui, effectivement, Sophie, on se trouve dans cet appartement à 2 pas du Vieux-Port. On est avec Damien de l'agence des Cafés de Limo. Alors Damien, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cet appartement ? Oui, alors on est sur un appartement qui fait 38 mètres carrés. On est sur la place aux Huiles, donc en plein cœur du quartier du Vieux-Port, sur Marseille, en 4e et dernier étage, sans ascenseur, dans un immeuble ancien, les anciens arsenaux de Marseille des années 1700 et quelques. Alors Damien, vous nous disiez tout à l'heure que cet appartement, son prix avait un petit peu explosé ces dernières années. Effectivement, c'est un appartement qui se vendait il y a 10 ans aux alentours des 80 000 € et là qui vient de trouver preneur à 129 000 €, donc une augmentation de 60%, sachant que c'est un appartement à rafraîchir et lorsqu'il sera rénové, qui vaudra aux alentours des 170 000 180 000 €, ça a littéralement explosé.
Alors justement, comment on explique cette explosion à Marseille de l'immobilier ? Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, Marseille était une ville qui était largement sous-cotée, les prix étaient vraiment très très bas et c'était pas justifié, donc ce n'est qu'un rattrapage, mais c'est aussi l'arrivée de personnes d'autres régions. 70% de nos clients aujourd'hui arrivent de Paris et d'autres régions, voire de l'étranger, et du coup ça fait augmenter les prix naturellement. Vous voyez Sophie, à Marseille, on est passé à plus 60% sur cet appartement, les prix ont littéralement explosé ces dernières années. Oui, on voit bien en tout cas clairement qu'il y a des fortes disparités à Marseille. Il y a des quartiers qui attirent, des arrondissements qui plaisent. Là, on était du côté de la place aux Huiles, du Vieux-Port. Vous, chez les notaires, Pierre Armand, vous mesurez réellement l'attractivité de certains arrondissements, de certains quartiers plus bien sûr, de toute façon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une modification de cette envie d'espace déjà. Donc dans l'hypercentre, on va dire, dans les quartiers du Vieux-Port, même Belzins, etc., on a des petites surfaces qui sont là. Il faut savoir que pratiquement 40% des surfaces les plus recherchées sont des 3 pièces, qui ne sont pas forcément dans ces quartiers-là. Donc on s'éloigne un petit peu. Pour toutes les personnes, comme disait M. Benamou dans cette interview, qui viennent de l'extérieur, la proximité de la gare est importante, donc on voit certains quartiers comme Longchamp notamment, le Cama et tout ce qui est autour. La Joliette commence à prendre un petit peu, toute la politique d'expansion, ça y est, commence à porter ses fruits. Les gens s'écartent un petit peu de l'hypercentre, mais c'est vrai qu'on voit des tarifs assez exorbitants dans certains quartiers, comme à Longchamp, ou dans certains immeubles réhabilités, on monte à 6 000 € du mètre, qui partent en 5 minutes réellement. Justement, est-ce que cette croissance est interne à Marseille ? Est-ce que c'est la population de Marseille qui grandit ? Ou est-ce que, comme on le disait, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, des Parisiens ? Est-ce qu'il y a cet effet aussi fort que l'on imagine ? Il y a tout à fait un effet de gens qui viennent s'installer. Les élus prennent un soin particulier à développer l'image de la ville, et ça prend de belle manière, puisqu'on voit de plus en plus de reportages où Marseille est attractif, où Marseille donne envie de venir. Beaucoup de gens viennent en vacances, décident de s'y installer. Et avant, on avait beaucoup de gens qui venaient du Nord, mais qui faisaient une étape. Des Parisiens qui allaient soit d'abord à Nantes ou à Bordeaux et qui venaient ensuite à Marseille. Là, on a une transition immédiate de gens qui arrivent, et ça modifie la proportion d'acheteurs parisiens et franciliens. On va mettre tout ça ensemble. Pour des résidences principales ou secondaires ? Pour des résidences principales maintenant, et est aux alentours entre 7 et 12%. Mais c'est vrai que ça a modifié par contre considérablement les comportements d'acheteurs. Alors, ce qui nous emmène à la deuxième partie de cette émission. Marseille est-elle devenue le nouvel Eldorado des Parisiens ? On va regarder regarder les derniers chiffres de l'INSEE sur la population à Marseille. Les derniers dont on dispose datent de 2019. Un peu plus de 870 000 personnes qui vivent à Marseille, tout arrondissement confondu en 2019. Et regardez, en 1999, c'était 798 000, un peu plus de 798 000. On voit bien donc cette augmentation de près de 100 000 personnes. Lionel Royer-Perrault, est-ce que la ville a assez d'habitations, de logements pour répondre à cette demande de la population qui augmente ? Non, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des phénomènes conjoncturels et des phénomènes un peu plus structurels. Je rappelle, je vous coupe juste, qu'on n'a pas pris en compte l'effet Covid, parce que les chiffres datent de 2019, donc on sait que ça a encore plus augmenté. D'abord, nous avons eu une première vague avec l'arrivée du TGV il y a une quinzaine d'années, qui a été un premier élément qui a très nettement structuré l'arrivée de ce que l'on appelle communément les Parisiens sur Marseille. Et là, nous avons une deuxième vague qui est liée à l'effet Covid, au fait qu'à Paris, il y a des petites surfaces, et donc les gens, pour le même prix, ont des grandes surfaces, quelquefois même avec des vues mer ici à Marseille. Et le fait de la généralisation ou du développement du télétravail a considérablement, en quelque sorte, modifié les habitudes des gens. Donc aujourd'hui, c'est plutôt ce phénomène-là que nous voyons. Et en même temps, nous avons aussi structuré certaines filières économiques, notamment la filière économique du cinéma, qui devient un vrai poids économique ici dans cette ville, et qui attire de plus en plus de personnes qui travaillent et qui évoluent dans ce domaine-là, et qui aujourd'hui sont en recherche aussi quelquefois de certains biens d'exception. Et donc ça, c'est véritablement des phénomènes qui sont les conséquences en fait de politiques publiques qui ont pu être menées ces 20 dernières années. En même temps, il y a un petit côté aussi canaille de Marseille que certains aiment bien. Il y a une jeunesse parisienne qui cherche cela aussi, et on le ressent dans l'arrivée d'un certain nombre de publics. Et c'est vrai que ce public-là est plutôt mono-orienté sur l'hypercentre, parce que c'est un public qui est habitué à avoir
des services en pied d'immeuble. C'est un public qui est habitué à avoir des transports en commun. C'est un public qui se déplace quelquefois à vélo parce qu'il y a déjà eu cette démarche-là sur Paris. Donc ils sont plutôt concentrés sur l'hypercentre. Et puis vous avez un autre public qui arrive, qui est un peu plus âgé, mais qui arrive aussi quelquefois de Paris et qui va sur les arrondissements plus périphériques. Et en même temps, nous avons les besoins des retraites, par exemple, des personnes qui oui, viennent les personnes passer leur retraitées, retraite au tout bord à de la fait, mer. qui quelquefois ont quitté Marseille pour des enjeux professionnels et reviennent dans leur ville natale. Et en même temps, la ville génère ses propres besoins. C'est-à-dire que vous avez des Marseillais qui souhaitent rester sur Marseille, vous avez la population qui démographiquement quand même aussi augmente. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui un couple, 2 logements globalement dans son parcours de vie. Et donc, du coup, vous avez besoin de produire du logement pour face à cela. Et donc, ce sont ces phénomènes juxtaposés qui font que la ville a besoin de produire du logement et malheureusement, elle n'en produit pas assez parce que ce qui est relativement paradoxal. Je vous coupe parce que c'est la troisième partie de l'émission, les logements sociaux. On y reviendra c'est pas ça. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on a besoin de logement, mais les gens aujourd'hui refusent de plus en plus l'acte de bâtir. Voilà. Et nous, les maires, je le vis quotidiennement. C'est-à-dire que les gens m'écrivent pour me dire on a besoin de logement pour ma fille, mon petit-fils, ainsi de suite. Mais dès qu'il y a un projet de logement qui arrive devant chez soi, on a droit à une contestation. Et donc ça, c'est aussi un vrai sujet qui handicape la dynamique de développement. Je reviens vers toi, Guilhem. Le TGV, vous en parliez, il y a eu vraiment un avant et un après TGV. Hein. Clairement, Sophie, si on regarde Marseille au tout début des années 2000, le bouleversement principal, c'est l'entrée en gare Saint-Charles du TGV Med, le fameux TGV Méditerranée. Il roulait vite entre Paris et Lyon et donc la ligne a été renforcée pour permettre un raccourcissement du délai, 3h30 entre la capitale et le Vieux-Port. Et on a noté à ce moment-là, les chiffres de l'INSEE le montrent, un envol de la population marseillaise. Il y a eu quelques déçus autour des années 2005-2006, certains sont repartis, mais clairement le phénomène était engagé et il y a donc eu ce phénomène de rendre possible pour des Parisiens d'habiter à Marseille et travailler souvent à Paris. Et c'est sans doute ce qui a provoqué le départ, l'envolée de la ville. Par bien des aspects, la ville est devenue attrayante, personne ne s'intéressait à Marseille, les regards ont été tournés et on voit bien que ces dernières années, le phénomène se poursuit, Sophie. Le président Macron lui-même montre tout son intérêt en tant que Parisien pour la cité phocéenne. Et puis on note aussi que ça va être augmenté avec le télétravail, ça l'est peut-être. D'ailleurs, est-ce que vous avez des personnes qui viennent acheter des appartements ici et qui travaillent par exemple à Paris ou dans d'autres villes? Absolument, c'est rendu possible par le télétravail. Maintenant, 3 jours par semaine, c'est considérable. Ça l'était déjà lorsque c'était ne serait-ce qu'une journée. Vous avez des gens, certaines catégories socio-professionnelles franciliens, des graphistes, des gens qui sont dans la publicité, qui travaillent dans des grandes entreprises, qui n'ont pas forcément l'obligation d'être au bureau ou ne serait-ce qu'une fois par semaine une réunion. Ils peuvent se permettre de partir le matin, rentrer le soir et de travailler chez eux. Et ce confort-là, on en a parlé, le pouvoir d'achat parisien avec le prix d'un appartement qui fait 30 mètres carrés là-bas et de s'offrir quelque chose de superbe dans votre arrondissement, dans le 9e arrondissement ou même dans le 7e, puisque faut savoir qu'ils cherchent beaucoup à venir du côté de Bompard, dans ces coins-là, en Doum notamment, c'est très recherché par ce côté un petit peu typique, proche de la mer. Et du coup, cette possibilité est offerte et elle est incroyable. Enfin, il y a ceux qui y vivent. Est-ce que Marseille attire des investisseurs aussi? Alors Marseille attire des investisseurs, vous pourrez peut-être répondre encore mieux que moi là-dessus. L'investissement est la conséquence peut-être de l'arrivée de ces catégories socio-professionnelles. Et des prix qui augmentent. Des prix qui augmentent et puis surtout la possibilité de se dire on peut travailler d'ici, installons-nous là. C'est peut-être plus simple de s'y mettre, donc faisons venir tout le monde ou commençons à en tout cas localiser les entreprises du côté de Marseille, même si les salariés sont un petit peu éparpillés partout. Oui, bon, nous avons des produits investisseurs d'abord parce qu'il y a des mécanismes de défiscalisation qui aident à l'investissement, donc ça soutient mécaniquement le marché et en plus comme nous sommes en situation tendue, eh bien je dirais que ça surenchérit quelquefois même d'ailleurs le coût de vente des logements. La difficulté à laquelle en fait nous sommes confrontés ici à Marseille et une des raisons pour lesquelles aussi les prix augmentent, c'est certes on a la demande, mais on a aussi le coût du foncier qui augmente de plus en plus. Et nous avons aussi les professionnels de l'immobilier qui se font quelquefois d'une concurrence qui frise à entretenir une forme de bulle spéculative sur la vente des terrains à construire et qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Parce que si vous avez un foncier qui est cher,
si en plus avec toute une série de contraintes qui s'abattent sur vous au moment de la construction, le coût de la construction augmente, eh bien au final vous sortez un produit à la vente qui est encore plus cher. Et donc du coup ça exclut là aussi un certain nombre de publics de l'accès au logement, que ce soit en tant qu'accédant et quelquefois même en tant que locataire dans le libre. Vous parlez justement du fait que peu de gens aiment quand on construit à côté de chez eux, on le voit bien à Marseille. Il y a un autre phénomène ici à Marseille, c'est qu'il y a eu pendant des mois l'arrêt, pour cause de Covid et sans doute de gestion municipale, l'arrêt des permis de construire, de délivrance des permis de construire. On a bien vu que là aussi, ça avait freiné, ralenti la construction. Oui, moi je considère d'ailleurs que le mandat actuel de M. Payan va être impacté sur tout son mandat, sur un manque de logement. D'abord parce que, effectivement, il faut savoir que pour répondre peu ou prou aux besoins de la ville, il faudrait produire par an entre 3200 et 3500 logements par an. Nous en avons produit l'année dernière au maximum entre 700 et 800. Donc vous voyez ce que ça veut dire. Et ce retard, vous ne le rattraperez pas. Et la municipalité ne le rattrapera pas. Donc et ils le savent, je veux croire qu'ils le savent. Et donc du coup, ce qui est assez paradoxal, et j'ai eu l'occasion de le dire au conseil municipal, c'est que quelque part c'est sous cette municipalité de gauche qu'on risque d'avoir une gentrification accélérée de la ville et justement un décrochage dans l'accès au logement, ce qui est quand même assez paradoxal, vous en conviendrez. Vous parlez de Benoît Payan, le maire de Marseille, ce qui nous amène à la troisième partie. Y a-t-il assez de logements sociaux à Marseille? Benoît Payan qui a souhaité qu'il y ait des états généraux du logement. C'est ce qu'il a annoncé la semaine dernière. Avant d'en parler avec toi, Guilhem, on va faire un petit point sur la spécificité du parc immobilier social à Marseille. Oui, le parc immobilier à Marseille qui est très hétéroclite dans son ensemble et particulièrement en ce qui concerne le logement social, avec une répartition très inégale sur le territoire de la commune de Marseille. Beaucoup de logements sociaux plutôt dans les quartiers nord, beaucoup moins au sud, beaucoup moins à l'est également. Et cette répartition, elle est visible quand on regarde les statistiques précises de l'INSEE. Regardez justement, on regarde dans le détail, dans les 13e, 14e et 15e arrondissements, plus de 30% de logements sociaux. Et si on regarde le premier, 4, 5, 6 ou bien 7, on est à moins de 10%. Lionel Royer-Perrault, est-ce que c'est normal cette disparité au niveau des arrondissements ? Alors, ce n'est pas normal, c'est simplement le fruit d'une histoire. Ces logements, ils ont été créés à une époque dans les années 70-80 pour répondre notamment à l'arrivée notamment du public pied noir. Ça a été à ce moment-là que les logements sociaux ont été créés. Et après, très clairement, les édiles de la ville de l'époque, je parle des maires des années 80, des années 90, ont très nettement continué dans cette dynamique-là. Plus dans le 7e, par exemple. Le sujet, oui, mais moi je suis pas opposé. Simplement, le coût du foncier dans le 7e n'est pas le même, et la problématique de foncier libre n'est pas la même. Dès lors que vous êtes dans l'hypercentre, vous avez moins de foncier libre que lorsque vous êtes en extérieur. C'est une des raisons pour lesquelles aussi les logements se sont développés dans la périphérie. Il ne faut pas oublier non plus qu'une opération sociale, une opération de logement social, c'est une opération économique. Il faut l'équilibrer. Donc vous achetez un terrain, ça a un coût, vous produisez du logement, ça a un autre coût, et tout ça, il faut sortir avec un loyer qui soit bas. Sachant que dans cette ville, nous avons à peu près la moitié de la population qui ne paie pas l'impôt, et nous avons un gros tiers de la population, c'est-à-dire à peu près 200 000 habitants qui vivent avec 494 € par mois, qui est le revenu, le RSA. Donc forcément, il faut produire du logement social. Et toutes les politiques publiques à l'heure actuelle... Est-ce qu'il faut un quota par arrondissement ? Alors écoutez, je pense que c'est la fausse bonne idée. Moi, je suis assez d'accord pour qu'il faille rééquilibrer. Ça, je suis assez d'accord, parce qu'il faut quand même lutter contre les phénomènes de ghettoisation, sachant quand même qu'il faut quand même pas oublier qu'on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. C'est-à-dire que quelquefois, nous, on arrive avec nos bonnes idées, on dit les gens, ils habitent dans les quartiers nord, leur destin passe par les quartiers sud ou par les quartiers est, parce que la vie y est meilleure. Sauf que quand vous faites des projets de rénovation urbaine et que vous leur proposez un relogement dans un autre quartier, ils refusent. C'est aussi une réalité. Et donc, la réalité, c'est que le sujet est complexe. Il faut tendre vers plus de logements social. Le logement social n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique du logement à Marseille. Il faut de l'accession libre, il faut du logement social et il faut une troisième tranche que moi j'appelle le logement abordable. C'est-à-dire... Encadré, les loyers encadrés. Guilhem, tu voulais dire un mot ? Oui, moi une question justement, on parle de logement social, on parlait des freins à la construction, que ce soit des voisins pas très contents de l'idée qu'on construise des logements sociaux à côté de chez eux, on parlait du retard sur les permis de construire. Il y a aussi la question des normes dans ce bâti justement là particulièrement.
Souvent, ça alourdit le coût de fabrication, de production. Oui, effectivement, chaque ministre du logement veut avoir sa loi, donc il y a souvent des nouvelles normes qui nous sont créées et ça surenchérit le coût de la construction et donc ça fragilise les équilibres financiers des opérations de logements sociaux et par nature ça a une conséquence, c'est que du coup la puissance publique, c'est-à-dire les contribuables, nous finançons, nous amortissons les pertes. Voilà, et donc c'est le contribuable qui permet de rééquilibrer ces opérations. Simplifier ces règles de construction, selon vous, pour le logement social spécifiquement? Non, parce que je crois que celui qui habite dans un logement social, il a droit à la même qualité d'habitat que celui qui habite en résidence classique. Donc je ne crois pas qu'il faille aller vers ce sens-là. Simplement, effectivement, moi je pense qu'il faut faire quand même des logements sociaux à taille plus humaine, c'est-à-dire au lieu de faire comme par le passé 800 logements d'un seul coup, on en fait 40 par-ci, 50 par-là, parce qu'en termes de gestion c'est quand même plus simple. Deuxièmement, il faut que le maire de la commune soit l'acteur central de sa politique de peuplement. Aujourd'hui, les maires, avec les lois qui ont été votées depuis quasiment 10 ans, eh bien les maires ne peuvent plus maîtriser qui on met ou on met pas dans les logements, et donc en termes d'équilibre social, ça a des conséquences. Combien de temps en moyenne pour obtenir un logement social à Marseille? Oh, écoutez, au mieux, 2 ans. Alors, on va en parler avec Isabelle Fargès. Bonjour, vous êtes directrice de l'association méditerranéenne pour l'insertion par le logement. Merci d'être avec nous en direct. Quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez au quotidien, justement, pour cet accès au logement? Alors, pour l'accès au logement, effectivement, pour beaucoup de personnes que nous accompagnons, donc des personnes en grande précarité, le Graal, la finalité, c'est d'accéder au logement social. Après, quand on parle de logement social, il y a plein de réalités différentes derrière. Et nous, le public que nous accompagnons, c'est vraiment pour accéder au logement très social. On parlait effectivement tout à l'heure de, je ne sais plus qui parlait du déséquilibre de la répartition des logements sociaux sur le territoire marseillais et sur le département, parce qu'il y a Marseille effectivement, mais il y a les autres communes. On retrouve ce déséquilibre pour la construction des logements très sociaux qui sont quand même plutôt situés dans certains secteurs. On parlait tout à l'heure des quartiers nord. Donc déjà, il y a ce problème-là. Le deuxième problème, c'est aussi l'adaptation des logements, puisque les familles sont de plus en plus précaires. Il y a la question des grandes familles, il y a la question des logements adaptés aux grandes familles, des logements adaptés aux familles élargies, et aussi à la problématique du handicap. Donc on manque singulièrement de logements, et face à cette absence de logement et au délai extrêmement long, 2 ans, c'est une moyenne. Après, il y a des réalités très différentes derrière cette moyenne. Nous, on a des publics qui attendent depuis quasiment 10 ans pour avoir un logement social, et tous les ans, ils renouvellent leur demande de logement social. Donc, au final, ils se retournent vers le parc privé, plus ou moins en bon état, parce qu'on parle du manque de logement, mais aussi la problématique sur Marseille, c'est quand même la problématique des logements indignes. On en a beaucoup parlé suite aux événements sur la rue d'Aubagne, mais bon, il n'y a pas que la rue d'Aubagne, il y a aussi plein d'autres secteurs. Donc, ils se retournent aussi sur les hébergements, par hébergement via la famille, via les amis. Certains se retrouvent bloqués dans tout ce qui est centre d'hébergement d'urgence ou CHRS. D'autres trouvent une fausse bonne solution en hôtel meublé, qui souvent coûte plus cher qu'avoir un logement. Et après, on a la problématique des bidonvilles, des squats. Et les personnes en grande Isabelle précarité Fargès, on va laisser, se retrouvent aussi. On vous reprend dans un instant. On va laisser Lionel Royer-Perrault répondre. Guilhem, tu voulais dire un mot? On parlait de logement social. Le parc à Marseille, c'est un petit peu moins de 90 000 logements à caractère social. Il y a un chiffre qui fait froid dans le dos. C'est la liste d'attente de personnes qui demandent des logements sociaux. Nous sommes à plus de 40 000 demandes de logements sociaux, 41 000 exactement, donc, et avec une augmentation de plus de 2000 demandes en même pas 18 mois. Ce qui conforte ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le Covid a très largement accéléré les processus de décomposition des couples, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de femmes seules avec enfants qui quelquefois sont parties en urgence de leur foyer parce que nous avons une explosion des violences conjugales qui est corrélée avec la crise sanitaire, et qui font qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en capacité de répondre à ces demandes d'urgence. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que vous avez le logement social qui veut tout dire et rien dire, à dire vrai, parce que vous pouvez même avoir 4 000 € et être dans du logement social. Donc ça veut tout dire et rien dire. Simplement, il faut avoir une offre de logement qui s'adresse à tout le monde. Quand vous êtes à 494 € par mois
au RSA, eh bien, ou quelquefois même moins. Moi, j'ai des gens qui quelquefois n'ont que 200 € par mois. Vous n'êtes même pas éligible au logement social dans ces cas-là. Et donc, du coup, il faut effectivement du logement autre, du logement d'accueil d'urgence, du logement d'accompagnement qui permettent de venir compléter. Rapidement, parce qu'il nous reste qu'une minute avant de terminer l'émission. Il y a un autre phénomène, c'est la fuite des quartiers nord, c'est-à-dire des personnes qui ne veulent pas de logements sociaux dans les quartiers nord parce que c'est trop dangereux, entre guillemets, et qui préfèrent aller dans les quartiers sud. Donc, est-ce qu'il y a une pression sur les logements sociaux des quartiers sud ? Totalement. Oui. Totalement. Et je le vis, moi, en tant que maire des 9e et 10e arrondissements, tous les jours. C'est-à-dire que le nombre dans vos quartiers, parce qu'on n'en peut plus là où on vit, c'est quotidiennement. Et avant de terminer, on va faire réagir Isabelle Fargès. Est-ce que vous aussi, vous voyez cette pression ? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous demandent des arrondissements spécifiques ou est-ce que le principal but, c'est d'avoir un logement ? Point, c'est tout. Alors, il y a plusieurs réalités. Il y a ceux qui veulent fuir les quartiers nord, effectivement. Il y a ceux qui veulent y rester parce qu'ils le connaissent et que même si c'est pas la panacée, on préfère être là où on préfère rester là où on connaît plutôt que d'aller vers l'inconnu. Donc, il y a plein de réalités différentes. Tous ne veulent pas accéder au quartier sud. C'est pas une réalité non plus. Ils veulent accéder à un logement, à un habitat en fait, à un logement qui est dans la cité avec des transports en commun, avec des écoles, avec des équipements. Voilà, mais c'est pas tout le monde ne veut pas aller dans les quartiers sud, je ne pense pas. Merci en tout cas, beaucoup. Le public que l'on accompagne, ils n'ont pas tous cette demande. Merci beaucoup Isabelle Fargès d'avoir été en direct avec nous. Merci Lionel Royer-Perrault d'être venu débattre sur le plateau de Marseille Politique. Merci Guilhem. On se retrouve jeudi prochain. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite.